Bonjour, aujourd'hui on va parler de Max Weber. Ça paraît impossible le lien entre l'économie capitaliste et la religion. D'un côté, on a un système économique, faire du profit par l'activité économique et le réinvestir dans le processus de production. Et de l'autre, on a la religion qui tourne autour des croyances et de l'irrationnel. Ça semble assez abstrait. Donc pas rationnel par rapport au système économique qui a pour besoin de rationalité pour créer des richesses à partir d'extraction des matières premières avec un processus rationnel. Des outils, par exemple, d'organisation du travail des vendeurs, des biens et des marchés, de services, eh bien, cela peut paraître étrange à première vue, mais la religion protestante a contribué à construire l'éthique du travail et du capitalisme à travers l'exercice d'une profession. C'est Max Weber qui théorisa en partie ce lien entre protestantisme et le capitalisme, en adoptant une démarche compréhensive qui vise à comprendre le sens que les personnes avaient au quotidien dans leur vie et donner à leur pratique. Pour comprendre en quoi consiste cette démarche et cette mise en lien assez étrange, on doit savoir tout d'abord que Max Weber a vécu une époque où la modernité apparaissait en Occident avec l'industrialisation, le développement des grandes villes qui ont bouleversé les modes de vie, fait apparaître le gouvernement à horizon démocratique en Occident et les formes de tradition de nouvelle vie, de travail dans les villages et les campagnes. Max Weber est alors intéressé par ce phénomène de rationalisation qu'apporte la modernité en Occident. Les actions sont de plus en plus rationnelles, les buts et moyens sont calculés en fonction de leur seule efficacité et non plus en fonction de la morale. Weber était professeur d'histoire, de droit à l'université en travaillant et développant sur le développement des sociétés commerciales en non collectif dans les cités italiennes du Moyen-Âge en 1889. Après s'être intéressé à d'autres sujets et être tombé bien sûr en dépression, il change ses recherches vers la sociologie. Avec Edgar Jaffe et Werner Sombart, il publie la première revue de sociologie, il dirige la première revue de sociologie allemande. En 1904, il publie L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et sa deuxième partie en 1905. Mais c'est en 1920 qu'il éditera sa version corrigée et commentée pour répondre aux critiques qui lui sont adressées de ces derniers écrits. On verra comment il précisera en fait cette démarche en répondant aux critiques. Dans le contexte, il reprend des travaux avant lui, de Gottheim puis de Zombart, qui avaient pointé le lien entre le protestantisme et le développement du capitalisme. Mais il va le faire différemment. Il commence par comparer confession et la stratification sociale avec les orientations des lycéens catholiques qui se dirigent plutôt vers les humanités, tandis que les protestants davantage dans les cursus modernes, dans les études techniques préparatoires et aux professions industrielles et commerciales. Ce sont les mentalités spécifiques que Weber, plus que les inégalités économiques de l'appartenance confessionnelle, qui inscrit l'individu dans un groupe social. C'est un constat qu'il fait, et il précise que c'est juste une intuition, en fait, qu'il faut aller plus loin dans les représentations vagues et générales. Par exemple, il prend des conceptions générales de son temps, par exemple que les catholiques accusent les protestants de matérialisme ou leur amour du monde. De l'autre côté, les protestants en fait taxent les catholiques d'être dans l'indifférence au monde. Mais c'est à écarter car en fait les puritains anglais, les hollandais et les américains par le passé étaient en fait dans un état d'esprit totalement différent, en écartant le plus possible par exemple les jouissances de leur vie, la fête, la nourriture par exemple, les conversations du monde. Et au niveau de l'indifférence au monde, les calvinistes français, eux, étaient autant indifférents au monde par le sérieux religieux très présent en fait dans la conduite de leur vie. Et puis en dernier, les catholiques français avaient l'amour de la vie dans les couches inférieures et en fait l'élite, elle manifestait une hostilité envers la religion. C'est sur cela que en fait, Weber se distingue en écartant des idées générales et globales. Et c'est d'autant plus visible qu'il prend position en fait, contre Zombart avec l'esprit du capitalisme, qui a écrit un chapitre sur la genèse de l'esprit capitaliste en 1902, dans Der Bourgeois aussi en 1913, l'esprit du capitalisme en fait encore dans le livre de Zombart. Il devra faire un choix en fait Weber en prenant le terme d'esprit du capitalisme. Il fait le choix en fait de garder, mais il l'explique et prend soin de dire que c'est un concept en fait avec des éléments concrets et historiquement situés. En fait, le projet sociologique est de démonter certaines entités conceptuelles qui appartiennent à la philosophie, à l'histoire des idées, par exemple à l'économie. Euh, En fait, il rejettera la notion d'esprit du peuple pour l'analyse sociologique.
car ce sont des groupes qui s'opposent et qui portent différentes conceptions à un moment donné de l'histoire. La réalité a un caractère empirique et constructiviste, et cela appartient à la méthode qui tente à l'objectivité en sociologie. Weber critique Zombart pour sa conception des minorités persécutées, et en l'occurrence les Juifs, qui s'entendent à trouver les Pays-Bas ou au Royaume-Uni au XVIe et XVIIIe siècle, et interdits de prendre part. Ils sont interdits de prendre part aux affaires publiques. Ils auraient été contraints en fait, de travailler dans des professions liées au commerce et à la finance. Et Weber rejette cet argument car il met cette minorité, en fait, cette thèse de la minorité ethnique, et en fait, il dit que les protestants, c'était beaucoup plus fort pour eux, leur éthique, que les juifs qui étaient dans ces professions. Bon, mais qu'est-ce qu'il entend par esprit du capitalisme? Eh bien, il prend une image pour s'accrocher à l'objet de recherche, quoi. Et elle a pour spécificité d'être distincte de la religion, provisoirement. Pour illustrer, il prend une maxime. Songe que le temps, c'est de l'argent. Vous avez tous entendu cette maxime un jour, je pense. Bah, si vous ne l'avez jamais entendue, vous n'êtes jamais sorti de chez vous. Elle vient de Benjamin Franklin en 1736. Il était entrepreneur américain protestant, et dans son texte, pour la faire courte, il élève en droit le devoir, par exemple, de s'intéresser à l'augmentation de son capital, qui est vu comme une fin en soi. C'est pas seulement la bonne gestion en fait, des affaires, mais vraiment un ethos, une éthique spécifique que Franklin euh, eh bien, relève. Weber fait la différence entre cette forme capitaliste et les formes plus anciennes qui ont existé à Babylone, dans l'Antiquité, la Chine, l'Inde, le Moyen Âge. Il critique Zombart et son exemple de Jacob Fugger, qui voulait gagner de l'argent aussi longtemps qu'il le pourrait et ne pas se retirer en fait des affaires car il avait suffisamment gagné et devait laisser les autres gagner à leur tour, comme le préconise son associé en fait, de Fugger. Ici, en fait, c'est plutôt un sens commercial, conquérant, une disposition, par exemple, personnelle, indifférente à l'éthique. Il manque une éthique spécifique, comme Franklin la concevait. L'honnêteté était pour Franklin utile, car elle fournissait du crédit, mais aussi l'ardeur, la besogne et la tempérance. C'est pour ça qu'elle elle était des vertus. Il y a aussi le fait de préserver en fait l'humilité et de ne rien dire sur ses mérites personnels lorsqu'on veut jouir de la reconnaissance de tous. D'un autre côté, il y a aussi l'idée de l'assiduité au métier, vu comme un devoir. Il y a aussi Leone Battista, un autre exemple, Leone Battista Alberti, un aristocrate florautin de la Renaissance, que Zombart cite comme contribuant à l'esprit du capitalisme. Mais Weber n'est pas d'accord, car il voit en fait dans ses écrits simplement un ouvrage de gestion domestique, non une théorie du profit. Par exemple, c'est la gestion d'une fortune plus que la valorisation en fait, d'un capital. Si Weber compare et analyse les écrits, il se concentre aussi sur leur diffusion. Quand Alberti écrit pour les praticiens humanistes, Franklin, lui, s'adresse aux masses de la moyenne bourgeoisie. D'ailleurs, on verra plus tard que c'était la moyenne bourgeoisie qui est protestante, en fait, qui sera actrice du développement de cet esprit du capitalisme. Et plus que, en fait, l'élite des affaires. Au XIXe siècle, c'est plutôt les parvenus du Manchester ou de la Rhénanie-Westphalie, avec des origines modestes, plus que les gentlemen de Liverpool et de Hambourg, qui sont en fait des héritiers de grandes fortunes marchandes. En fait. Au XVIe, c'était la norme. En conséquence, il peut y avoir une banque, un comptoir d'exportation, de gros, un magasin de détail de taille importante ou une grande firme commerciale avec une exploitation de type capitaliste, mais ces entreprises peuvent aussi être gérées en fait de manière traditionnaliste. Dans l'histoire, il y a toujours eu des grands marchands et grands banquiers. Il compare ces modes de gestion d'entreprise et les bouleversements effectués lorsqu'il y a eu un système de travail à domicile sous sa forme ancienne, jusqu'à sa forme moderne. C'est à ce moment que Weber en fait introduit un concept clé en sociologie, celui de l'idéal type. C'est-à-dire en fait un outil qui est une construction, une compilation à partir d'éléments empiriques donnés dans le réel, qui sont historiquement identifiables, pour dégager en fait une description systématique, mais qui ne se trouve pas telle quelle dans l'histoire. Il va construire ses premiers idéal types, mais je vous parlerai pas lesquels, je vous dirai pas lesquels, vous allez dire. Il se concentre sur les entrepreneurs marchands du XVIIIe siècle. En Europe, il avait été plutôt traditionnel, c'est-à-dire que les entrepreneurs marchands recevaient le textile des paysans qui leur amenait souvent majoritairement en fait fabriqué
ou entièrement, par exemple le cas du lin, il examinait les étoffes et payait les paysans au prix courant. Les intermédiaires, les clients des marchands, venaient acheter des étoffes et les écouler les marchandises vers toutes les destinations ensuite. Ils choisissaient les produits dans les entrepôts, ils passaient leurs commandes longtemps à l'avance et bah, euh, ils n'avaient pas tout le temps ils avaient le temps. Et en fait, même dans le travail, ils faisaient plus que 5 à 6 heures de travail par jour. Euh, et en fait, ils pouvaient en fait se faire aussi une petite épargne, ils gagnaient bien leur vie. Ils profitaient aussi de l'auberge pour discuter après le travail le reste du temps. On peut y voir aussi d'autres entreprises capitalistes, car elles étaient commerciales et marchandes. Il n'était nécessaire de faire investissement des capitaux dans l'affaire avec une méthode de comptabilité, mais ce mode d'entreprise était traditionnel, car les profits étaient modérés et le train de vie était traditionnel. Puis ce mode de vie et de travail, en fait, il va laisser place à un autre type d'entrepreneur. Les innovations qui apparaissent, le tissage mécanique, bah, qui apparaît aussi la production autonome, et on voit des paysans en fait être formés pour devenir des ouvriers sur les machines de tissage. Il y avait un démarchage commercial auprès des clients avec une importance de leur goût, les prix bas et les grandes quantités qui se systématisent avec une relation du processus importante. Les grosses fortunes accumulées étaient réinvesties constamment dans l'entreprise et étaient plus mises de côté. On voit alors une concurrence acharnée et une constante recherche de nouvelles parts de marché. Ce qui ne s'imposait pas disparaissait. Mais ce type d'entrepreneurs ont dû faire face à la réticence des paysans marchands traditionnels, qui étaient encore en fait attachés au rythme de travail et de production, bah, qui était d'une vie sociale en fait toute tournée vers les autres, autre chose que le travail. C'est avec par exemple d'autres valeurs qui étaient tournées pour l'activité professionnelle, une attention au calcul, au pragmatisme, à la constante, en écartant la tradition. Bah, ce type d'entrepreneur, il devait faire face à la réticence des paysans et des marchands traditionnels, qui étaient encore attachés en fait au rythme de travail, de production, bah, ainsi qu'une vie sociale en fait qui était autre chose que le travail. C'est avec d'autres valeurs, une autre éthique qui est tournée en fait, vers l'activité professionnelle, une attention au calcul, au pragmatisme et à la constance en fait, en écartant la tradition que ces nouveaux entrepreneurs en fait, ont pu imposer leur modèle, gagner la confiance des ouvriers et clients dont ils dépendaient. Voilà. C'est où Weber va décrire les qualités morales personnelles des entrepreneurs de son époque au moment qu'ils n'avaient pas ou ne semblaient pas avoir de relation avec les idées religieuses. Les entrepreneurs étaient anticléricaux en Allemagne, à la fin du 19-20e. Ils pensaient en fait que la religion était là pour détourner l'homme du travail. La seule motivation qui était l'être humain, c'était d'exister pour son travail et non en fait l'inverse. Weber, à ce point, là, pour montrer tout ce qu'il y a en fait d'irrationnel à penser de cette manière pour le bonheur personnel. Socialement, il y a du prestige et du pouvoir à acquérir quand même dans la profession, car dans l'imaginaire des peuples, comme aux USA par exemple, ben, l'attirance pour les formes quantitatives de grandeur exerce presque une fascination magique chez ces marchands en fait. Mais l'idéal type de l'entrepreneur n'est pas de match vu, il proscrit en fait l'ostentation, les dépenses, il jouit pas beaucoup de son pouvoir et de sa considération sociale. C'est alors en fait l'analyse des traits ascétiques qui vont se rapprocher de la maxime que nous avons vu tout à l'heure, vous vous rappelez, de Benjamin Franklin, le temps c'est de l'argent. Cela a choqué à cette époque pour les catholiques le profit comme fin en soi, comme devoir, une vocation en fait qui était compréhensible par exemple le travail, toute sa vie était indifférent, même parfois préjudiciable pour le salut éternel avec l'Église qui induisait l'usure. Il y avait des sommes considérables qui étaient versées avec des institutions ecclésiastiques à la mort de personnes qui ont eu des fortunes, de sorte de se faire bonne conscience. Cette organisation capitaliste, en fait, elle va se compléter avec ce que nous avons déjà vu, mais qui va être en fait une notion déterminante, une liaison entre les pratiques économiques et la religion. C'est celle de Beruf. La traduction de Luther du métier comme vocation. En fait, Luther dans le sens d'une fonction qui exerce toute sa vie, comme un domaine de travail en fait qui est délimité. Cette traduction de Luther aura des retentissements en fait au niveau religieux. Vous en bien, le métier devient donc le seul moyen de plaire à Dieu, qu'il est voulu par Dieu, et que tous les métiers sont de valeur égale devant Dieu. Les êtres humains devaient en fait accepter le décret divin. Dans sa conception, il n'envisageait pas la vocation au sens d'une vocation, par exemple, de l'entrepreneur capitaliste. Au contraire, il était en fait plutôt conservateur,
et défendait la non-productivité en fait, de l'argent. C'était au moment de la réforme, une réorganisation du travail ordonnée en métier avec une portée morale, une valeur de prime religieuse que les catholiques ne partageaient pas. Bon, là vous savez bien que vu que c'était pas si simple, c'est pas une analyse linéaire hein, que Noden-Weber. Il essaie en fait de créer des types d'entrepreneurs capitalistes, de montrer leur émergence et les changements entre l'histoire et de les comparer, les nuancer pour faire ressortir des différents modes d'activité économique. Vous l'avez bien vu avec les entrepreneurs traditionnels et les entrepreneurs capitalistes axétiques, qui n'ont pas la même conception de l'activité économique dans l'importance dans les différentes dimensions de la vie, par exemple. Ils recherchent les acteurs, les groupes qui portent ces concepts. Mais il va pas se fier aux simples idées. C'est encore plus creusant quand il va analyser la réforme protestante. La réforme protestante qui a débuté au XVIe siècle, à la fin du Moyen Âge en Europe, est née d'un débat autour du salut et du rôle de l'Église catholique, de la corruption de l'Église romaine, par exemple avec le commerce des indulgences. Euh, Elle était aussi aidée par le développement de l'imprimerie et des réformateurs qui venaient de milieux bourgeois et de formations religieuses avancées. En fait, il décide de créer ce qui deviendra une nouvelle culture et des courants religieux voulant se séparer de l'Église catholique. La capacité à lire par exemple des livres sans passer par les clercs contribua en fait à vouloir revenir à une lecture de la Bible et un retour aux origines du christianisme. Et, en fait, l'intérêt pour Weber est d'analyser ce qui produit la réforme protestante en fait sur le côté ascétique des conduites des individus. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de Luther et de sa traduction dans la Bible, qui donnera le mot de Beruf, dans le sens d'une vocation voulue par Dieu. Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther? Mais vous l'aurez compris, Martin Luther était un religieux, un moine. Il sera acteur de la réforme et connaît une anxiété religieuse qui était courante à l'époque, hein, celle de savoir être certain de son salut par Dieu. Il ne trouve pas en fait de réponse du côté des messes, de la confession, du jeûne, et écrira en fait que seul Dieu décide du salut des hommes. C'est la foi en Dieu et non les livres qui peut sauver l'homme de l'enfer. Cette conception du métier de Luther restera une des clés en fait dans dans le protestantisme et se diffusera avec d'autres idées religieuses pour créer une éthique ascétique religieuse qui contribuera en fait au développement du capitalisme, comme le calvinisme dans les principales régions d'Europe, ont fortifié et prolongé cette idée d'ascétisme, comme par exemple les méthodistes au XVIIIe siècle ou au sein de l'Église d'État anglaise, le piétisme au XVIIIe en Angleterre, en Hollande, les sectes issus du baptisme du XVIIe. Comment Weber fera-t-il pour étudier ces courants? Eh bien, il procédera de la même façon que pour les idéaltypes d'entrepreneurs capitalistes qu'on a vu tout à l'heure. Le choix de retenir les formes les plus caractéristiques des idées religieuses qui ne sont jamais parfaitement en fait retrouvées dans l'histoire, mais elles se rapprochent. L'intérêt pour Weber, ce n'est pas en fait d'étudier les idées et dogmes religieux pour eux-mêmes, comme le ferait par exemple un théologien, bien qu'il se base sur ses sources, des archives comme les ouvrages destinés à la cure des âmes, par exemple les relations d'aide des fidèles, par exemple des résumés de théologie, de morale, des décisions à propos des assemblées, des membres du clergé. Non, il se démarque d'eux en étudiant les conséquences en fait, des dogmes sur les pratiques des fidèles et des impulsions psychologiques en fait, produites par la foi et la praxis de la vie religieuse, qui orientent la conduite de la vie et maintient l'individu dans un cadre délimité. Les fidèles de l'époque, en fait, ils méditaient des dogmes apparemment abstraits, et c'est l'observation des intérêts religieux pratiques que regarde Weber. Il ne va pas en fait déduire des conduites des individus par les dogmes tels quels. Si pour Luther, la grâce peut se perdre et se regagner par l'humilité et la pénitence, Jean Calvin en fait décrétera que la grâce ne peut pas se perdre ni se reconquérir par l'homme. Et là, uniquement par Dieu, en fait. Ce n'est pas Dieu qui est l'homme qui est là pour l'homme, mais l'homme qui est là pour Dieu. Dans cette conception, en fait, il n'y a plus de sacrement. Il laisse l'individu dans la solitude intérieure. En fait, le travail exerce avec constance était l'un des moyens de se détourner de l'angoisse, de la solitude et du jugement insondable de Dieu sur sa vie, la vie pour la vie pour l'avenir. C'est totalement différent en fait de la conception catholique où le salut était réalisé par l'Église et par les sacrements, comme la confession et la demande de pardon, la prière, les assistances aux pauvres, des gens en difficulté, pour ne citer que, qui n'étaient pas réalisés systématiquement au gré, par exemple, des circonstances. Plutôt, les croyants, en fait, ils voyaient les primes d'assurance du salut.
Ouais, Weber aimait bien comme outil en fait utiliser une métaphore comptable pour analyser les systèmes religieux. La comptabilité du croyant, en fait, elle était répartie en bonnes œuvres qui étaient portées au crédit et les mauvaises œuvres qui étaient apportées au débit. Et par les sacrements, en fait, il pouvait avoir des remises de grâce qui garantissaient le salut futur et qui réglaient les comptes des croyants. L'Église catholique concevait que l'homme, en fait, n'était pas un tout unique et il ne pouvait pas être jugé de façon univoque. Et encore, les attitudes morales étaient faites d'attitudes contradictoires, des formes par des motivations concurrentes, en fait. Le dogme de la prédestination, son destin était fixé à sa naissance. Pour avoir la réponse à la question suis-je élu, il y avait deux conseils. Premier, se considérer comme un élu étant un devoir. Le second, écarter le moindre doute sur son élection comme venant d'une tentation du démon. Il y avait exhortation en fait à fortifier sa propre vocation et l'ascèse du travail en particulier était le moyen qui permettait chose importante est que les réformateurs en fait se posaient la plupart du temps à rechercher en fait des richesses pour elles-mêmes. Enfin, il ne fallait pas se reposer sur ses possessions, tomber dans le, dans le plaisir charnel, se détourner en fait d'une vie sainte. Les longues conversations, par exemple, les bons repas, la sexualité, les amis, la fête, les balades, euh, pratique, je sais pas moi, de l'apprentissage des sciences, la lecture ou les arts, bah, c'était pas ce qui est le plus pratiqué, on va dire. Le travail, en fait, le métier exercé avec ardeur, c'était l'éthique de la besogne, il y avait un moyen d'accéder à la certitude de soi. Le travail était là pour se détourner de l'angoisse de la question de son élection. Il fallait être un moine tout au long de sa vie, plus dans le monastère isolé, dans le monde temporel, et rechercher les primes de certitude de ce salut. À ce moment-là, le lien entre les saints élus disciplinés et pleins d'assurance s'incarnait pour Weber dans le type de marchand puritain rigide de l'époque. Ben, avec ces deux dogmes, celui du Pérouf et de la prédestination, le concept de confirmation en fait, était l'idée qu'il fallait confirmer son élection par son investissement professionnel. La comptabilité protestante, si on peut résumer plutôt, c'était plutôt le calcul en fait systématique au cours de la vie du croyant pour distinguer les signes d'élection. C'était donc en fait conduites individuelles prônées par les réformateurs, mais en fait ces conduites ascétiques, elles s'est produites leur efficacité seulement en fait parce qu'elles étaient partagées socialement par des gens dans des groupes qui croyaient en fait au même dogme, hein, c'est ça. Frontière entre les damnés et les élus dans l'intégration de ces groupes car il y avait un intérêt personnel connaître s'il était élu, mais aussi à être reconnu par les autres et donc de se distinguer des autres. Donc c'est à la fois une distinction religieuse et sociale. Weber va donc conclure que la religion protestante avait des affinités électives avec l'esprit du capitalisme. Pour le dire autrement, le protestantisme a contribué à créer l'éthique du travail du capitalisme à travers l'exercice d'une profession. Il ne nie pas qu'il y avait d'autres causes dans l'histoire qui ont pu par exemple contribuer au capitalisme, par exemple comme la mobilité géographique par exemple des ouvriers entre pays qui a joué sur leur productivité et leur capacité en fait à rompre avec le système de production traditionnel.